Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le Premier ministre préside un conseil interministériel consacré au plan d'action urgent pour contenir les impacts du stress hydrique dont souffre le pays actuellement. Le ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, présente ce lundi le projet de loi de finances pour l'exercice 2021 devant les membres du Conseil de la Nation après son adoption à l'APN. On parle ce soir du Sahara occidental. Avant qu'il ne soit un territoire, c'est d'abord l'histoire d'un peuple avec ses traditions et ses coutumes. Un peuple sahraoui qui n'a eu de cesse de réclamer son droit légitime à disposer librement de son destin et de son devenir. Évocation à suivre dans ce journal. Et puis c'est le coup d'envoi aussi du championnat national militaire de judo qui a été donné ce lundi au complexe sportif régional militaire de la première région de Blida avec la participation de 17 équipes militaires. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Plutôt avant cela, le Premier ministre a présidé ce lundi un conseil interministériel consacré au plan d'action urgent pour contenir les impacts du stress hydrique dont souffre notre pays actuellement, notamment avec l'enregistrement des derniers mois d'une pluviométrie inférieure à la moyenne et d'une augmentation de la consommation d'eau, ce qui induirait un déficit hydrique précoce si les conditions météorologiques persisteraient dans les prochains mois dans un scénario pessimiste. Dans ce cadre, des mesures urgentes ont été prises à l'effet d'atténuer au maximum les effets de ce phénomène tout en garantissant non seulement la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable de la population mais également la sécurisation du système national de production agricole. Le ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a présenté ce lundi le projet de loi de finances pour l'exercice 2021, le PLF 2021, donc devant les membres du Conseil de la Nation, lors d'une séance plénière présidée par Salah Goudjil, président du Conseil par intérim. Il faut rappeler que ce projet de loi pour la loi de finances avait été adopté la semaine dernière par l'Assemblée populaire nationale. On fait le point avec ce compte rendu signé Nakhla Al-Arabi. Préserver les équilibres financiers publics en tenant compte des incidences de la crise sanitaire actuelle et maintenir la durabilité économique du pays. Le projet de loi de finances 2021 prévoit pour ce faire l'activation des principes de rationalisation des ressources budgétaires et l'élargissement de l'assiette fiscale, outre l'amélioration du climat d'investissement et l'encouragement des exportations par la facilitation et la numérisation des procédures fiscales et douanières. Le premier argentier du pays a mis en avant aujourd'hui l'impératif de consacrer l'année 2021 à asseoir les fondements économiques du pays à travers la reprise graduelle de l'activité économique afin de rattraper les pertes enregistrées en 2020 en raison de la pandémie. Ayman Ben Abdelrahman a indiqué que le PLF 2021 tendait à atténuer les dysfonctionnements internes et externes au niveau des comptes de l'État à travers l'exploitation optimale des ressources financières disponibles et la poursuite par l'État de l'octroi des aides et subventions au profit des catégories vulnérables, notamment dans les domaines de la santé et de l'enseignement. Le ministre a rappelé que les transferts sociaux du budget de l'État pour 2021 s'élevaient à 1929 milliards de dinars, soit une hausse de 81,58 milliards de dinars par rapport à 2020. De même, les dispositions de ce texte facilitent la relance des activités des entreprises et des opérateurs économiques, notamment ceux touchés par la crise sanitaire. Le ministre a cité des mesures contenues dans le projet de loi relatives à la lutte contre l'évasion, la fraude fiscale et la surfacturation à travers la proposition de créer un dispositif de veille fiscale pour lutter contre ces phénomènes. Le premier argentier du pays a pris part ce lundi par visioconférence aux travaux du 5e forum arabe des finances publiques organisé conjointement par le Fonds monétaire arabe et le Fonds monétaire international sur le thème « La pandémie de la Covid-19 et le soutien vital dans les pays arabes ». Alors dans le cadre de ce forum, les ministres des Finances arabes se sont penchés sur les évolutions et les perspectives macroéconomiques à l'ère du Covid-19 ainsi que sur les questions de la protection sociale, notamment pour les populations les plus vulnérables. Le ministre des Finances, dans son intervention, avait indiqué qu'avec la recrudescence des cas infectés par cette pandémie, les États devront accroître davantage leur rôle économique et social. À cet égard, le gouvernement algérien, ajoute le ministre, a eu à trouver donc de solutions le plus vite
les plus viables pour atténuer les retombées de cette crise en vue de s'inscrire dans une trajectoire de croissance économique durable. L'ancien ministre de la Communication, Abdelrachid Boukelzaza, est décédé ce lundi à l'âge de 65 ans des suites d'une longue maladie, selon ses proches. Né le 19 avril 1955 à Jijel, le défunt a occupé le poste de ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement en 2007 et celui de ministre délégué chargé de la ville en 2006. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt sur son compte Twitter. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer, a présenté également ses condoléances à la famille et aux proches du défunt. Et puis des condoléances ont été adressées aussi par le directeur général de la télévision publique, Ahmed Ben Sabban. Le défunt sera inhumé demain, mardi, au cimetière de Gariti, à Kouba, juste après Salat al-Dohr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Les cas de Covid en Algérie, 1005 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 627 guérisons, 19 décès ont été enregistrés sur les 24 dernières heures. On écoute plus de précisions dans ce bilan quotidien signé le docteur Jamel Fourar. Avec la notification de 1005 cas nouveaux au cours de 24 dernières heures, le taux d'incidence au cours de 24 dernières heures est de 2,3 cas pour 100 000 habitants, sachant que 14 wilayas n'ont pas déclaré du tout de cas au cours des 24 dernières heures. 14 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 20 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 19 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouveaux malades hospitalisés au cours de 24 dernières heures, leur nombre est de 606 nouveaux patients hospitalisés durant les 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, leur nombre est de 49 421, dont 627 patients guéris au cours de 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 46 patients intubés en soins intensifs. L'unité de Tissemsilt de l'entreprise d'Algérie Post a entamé hier l'exploitation des salles omnisports de la wilaya pour le versement des pensions de retraite dans le cadre du protocole de prévention contre la propagation du coronavirus. L'opération est conjoncturelle jusqu'à la fin de la pandémie avec un calendrier qui a été arrêté. 5 jours par mois seront consacrés dorénavant au versement de pensions. L'objectif étant d'offrir les meilleures conditions aux retraités lors du versement de leurs pensions. Yamina Saïdji. Avec l'augmentation du nombre de contaminations au coronavirus, Algérie Post a entamé l'exploitation des salles omnisports de la wilaya de Tissemsilt pour le versement des pensions des retraités afin de garantir la mise en œuvre du protocole sanitaire et d'éviter aux retraités les longues files d'attente devant les bureaux de poste. Cette initiative nous facilite la vie. Cela nous évite de tomber malades. C'est une très bonne chose pour nous. Le respect du protocole sanitaire est primordial. Nous espérons que cette opération se généralise sur le territoire national. Les services de la sûreté de la wilaya de Tissemsilt ont mobilisé des moyens humains pour la réussite de cette opération dans le strict respect du protocole sanitaire. Une opération qui vise à protéger les personnes âgées, mais aussi à alléger la pression sur les 6 bureaux de poste de la wilaya. L'opération se fait en collaboration avec les différents services de la wilaya, les services de la Sûreté nationale et la direction de la jeunesse et des sports, pour faciliter le versement des pensions des retraités dans le cadre du protocole de prévention contre la propagation de la Covid-19. L'opération se poursuit jusqu'à la fin de cette pandémie. Introduire de nouveaux mécanismes pour le versement des pensions des retraités, des dispositions appelées à se généraliser. Sonelgaz entame une opération de recouvrement de ses créances auprès de ses clients. En raison de la pandémie, vous le savez, l'entreprise n'a pas procédé à des coupures pour ses abonnés dont les factures sont restées impayées. Pour parer cette situation, Sonelgaz met en place un calendrier de paiement pour ses clients. Explication, Yannis Saïd Belkacem. Aucune coupure d'électricité ni de gaz, ni de programme pour les abonnés de Sonelgaz qui sont en défaut de paiement. L'entreprise nationale a mis en place un nouvel échéancier pour ses clients particuliers qui ne sont pas encore acquittés de leurs factures. Un paiement par facilité, autrement dit par tranche, en raison de la crise sanitaire. Les créances impayées de l'entreprise ont atteint 171 milliards de dinars au premier semestre 2020, soit une augmentation de 300% depuis le début de l'année.
conséquence directe d'un cumul de créances engendré par la pandémie sanitaire de la Covid-19. Ce nouveau programme de paiement des factures de Sonelgaz est désormais possible et généralisé sur l'ensemble du territoire national. Cette nouvelle méthode de paiement permettra aux abonnés particuliers de ne pas avoir un cumul de créances. Et pour ce qui est des dettes des autres clients, tels que les administrations et les entreprises, nous allons appliquer la réglementation en vigueur. C'est une bonne chose. Cela va vraiment nous aider. C'est une décision qui nous arrange. À présent, nous n'aurons plus de coupures. Plus de coupures pour les clients durant cette pandémie, mais aussi une bonne façon pour la Sonelgaz de recouvrer ses créances. Le Sahara occidental, on en parle ce soir. Le Sahara, avant qu'il ne soit un territoire, c'est d'abord l'histoire d'un peuple avec ses traditions et ses coutumes. Un peuple sahraoui qui n'a eu de cesse de réclamer son droit légitime à disposer librement de son destin, de sa terre et de son devenir. Un peuple qui aujourd'hui souffre encore d'une machine coloniale dépassée, qui n'est plus en phase avec la réalité et qui perpétue une tradition expansionniste aveugle. Évocation ce soir avec Sami Benchir. Elle est belle, cette résistance sahraoui. Belle, opiniâtre, puisant sa ténacité d'une aspiration à la liberté toute saharienne. Une aspiration bafouée d'abord par la domination de l'Empire espagnol, 7 décennies durant. Ensuite par cette occupation du royaume marocain qui, 45 ans après, ne semble toujours pas en disposition d'emboîter le pas de la modernité onusienne, celle de la légalité internationale et africaine, impliquant l'intangibilité des frontières. Engoncé dans un féodalisme d'un autre temps, le Makhzen court depuis sa sortie du protectorat français derrière des moulins à vent. Le projet chimérique d'un grand Maroc qui marcherait sur les pas de ses protecteurs d'hier, tuteurs d'aujourd'hui, à grand renfort de pillage de ressources d'autrui, de violences policières et d'impunité judiciaire. Au fait de ce projet expansionniste, l'ONU n'en piétine pas moins dans son application du principe d'autodétermination au Sahara. Résolution de l'Assemblée générale à l'appui. Influencée par le lobbying français et espagnol, la mission chargée d'organiser le référendum détourne systématiquement le regard devant les violations marocaines constantes et continues des droits de l'homme au Sahara, ainsi que de l'accord même du cessez-le-feu. Le retard dans la désignation d'un envoyé spécial onusien depuis le forfait d'or scolaire explique ce retour à la confrontation armée qui met désormais les Nations Unies devant leurs responsabilités. Si tous les rapports officiels font état depuis 1975 déjà du consensus écrasant parmi les Sahraouis autour d'une opposition à l'intégration dans tout pays voisin, il incombe donc pour l'organisation de respecter un droit qui figure dans l'article 1er de sa charte, le droit inaliénable des peuples de disposer d'eux-mêmes et de fixer définitivement une date pour un référendum qui devrait délivrer ce qu'on appelle la dernière colonie d'Afrique. Et le soutien à la cause sahraoui et à la légalité internationale dans le règlement de ce conflit continue à se manifester à travers des réactions de par le monde. On fait le point avec Nour Moqaddam. Suite à cette agression militaire marocaine contre des civils sahraouis à Al-Gargaret, les réactions internationales ont afflué. Le réseau italien pour la paix et le désarmement exhorte la communauté internationale à condamner le Maroc pour son agression et prévient que tout échec dans le règlement du conflit entraînerait souffrance, violence et instabilité. Le gouvernement allemand a de son côté appelé à la reprise du processus politique pour garantir le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination dans le cadre des Nations Unies. Pour sa part, la Suisse insiste sur la nomination d'un nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU et soutient les efforts d'Antonio Guterres pour maintenir le cessez-le-feu. Les jeunes donnent aussi leur voix et c'est en Irlande que la branche jeunesse d'un parti condamne cette agression fermement et exprime sa profonde solidarité avec le peuple sahraoui. La Norvège n'est pas en reste. Les syndicats appellent à une action internationale pour mettre fin à l'occupation marocaine tout en réitérant leur soutien au peuple sahraoui dans sa lutte légitime pour la liberté, l'indépendance
indépendance. L'Association internationale des juristes appelle à la relance immédiate d'un référendum d'autodétermination, soulignant que la situation actuelle à Al-Gargaret découle de la paralysie. On revient en Algérie pour parler sport avec le coup d'envoi du championnat national militaire de judo qui a été donné ce lundi au complexe sportif régional militaire de la première région militaire de Blida avec la participation de 17 équipes militaires. Sarah Derbal. Après un confinement préventif de 15 jours, le coup d'envoi du championnat national militaire de judo a été donné aujourd'hui par le chef d'état-major de la première région militaire, le colonel Hamoud Mohamed Salah, au complexe sportif régional de la première région militaire de Blida. 139 athlètes relevant de différents commandements, régions et unités militaires ont pris part à ce championnat. En cette occasion, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui en tant que chef d'état-major de la première région militaire tous les participants à ce championnat national. Et j'invite tous les athlètes à prévaloir l'esprit sportif et la compétition loyale pour préserver la réputation du sport militaire en général et du judo de façon particulière. Pour ce premier jour de compétition, 17 équipes militaires, dames et messieurs, ont participé à ce championnat par équipe. Chez les messieurs, les athlètes de la première région militaire se sont adjugés la première place après une finale face à la 4e région militaire. Alors que chez les dames, les judokates de la gendarmerie nationale ont dominé la compétition après avoir affronté les dames de la première région militaire qui terminent à la 2e place. Le deuxième jour de ce championnat national, prévu mardi, sera consacré aux éliminatoires individuels et se poursuivra jusqu'à jeudi. Il y a également cette information, la Confédération africaine de football a pris acte ce lundi de la suspension pour 5 années infligée par la commission d'éthique de la Fédération internationale à son président Ahmed Ahmed, tout en annonçant la prolongation de l'intérim confié au Congolais Constant Selemani Omari. La commission d'éthique de la FIFA avait prononcé à l'encontre d'Ahmed Ahmed une interdiction de toute activité relative au football, administrative, sportive et autres, au niveau national et international pour une durée de 5 ans pour manquement à son devoir de loyauté, détournement de fonds, acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages et également abus de pouvoir. On revient dans les régions en Algérie pour vous emmener ce soir au sud-ouest à Tarf précisément, à la région de Chefia, qui renferme un important patrimoine archéologique. Rahim Abdelaziz nous fait découvrir pour la première fois le site de l'Arba, où existent des domaines de monuments funéraires qui datent de la période proto-historique. Reportage. On survole le lac Tanga en direction des massifs forestiers de l'ouest de Tarf. La région de Chefia, et plus particulièrement le lieu dit l'Arba, recèle le plus ancien patrimoine archéologique dont dispose la wilaya de Tarf. C'est en compagnie des spécialistes en archéologie de la direction de la culture de Tarf qu'on découvre les différents sites et stations rupestres de cette région dont l'âge remonte aux périodes néolithiques et à l'Antiquité. La région de Chefia abrite un important patrimoine archéologique. La zone de l'Arba renferme des dolmens. La région de Chefia et la zone de l'Arba furent un établissement humain durant les périodes préhistoriques et protohistoriques. Là-bas, l'élevage bovin est pratiqué par de nombreux paysans. Aux côtés de la céréaliculture, des fellahs élèvent des moutons. Leur vin représente un cheptel important dans l'activité agro-pastorale au niveau de cette zone aux terres le plus souvent argileuses. Le caprin et sa viande sont des plus prisés des habitants de cette région
où dominent des coteaux. Aux côtés de l'élevage et la céréaliculture, les agriculteurs pratiquent aussi l'arboriculture, notamment l'olivier. Des dolmens peuplent ces terres agricoles. La zone de l'Arba, commune de Chefia dans la wilaya de Tarf, constitue un important site archéologique. Ce site abrite 12 à 13 dolmens. Le dolmen est ce monument funéraire qui nous renseigne sur la façon dont sont enterrés les morts durant la protohistoire. Il s'agit de dolmens qu'il faut coûte que coûte protéger, n'est-ce pas? Le rappel des titres avant de clore ce journal. Le Premier ministre Abbas Jarrat préside un conseil interministériel consacré au plan d'action urgent pour contenir les impacts du stress hydrique dont souffre le pays actuellement. Le ministre des Finances, Ayman Abdelrahman, présente ce lundi le projet de loi de finances pour l'exercice 2021 devant les membres du Conseil de la Nation après son adoption à l'APN. Le Sahara occidental, avant qu'il ne soit un territoire, c'est d'abord l'histoire d'un peuple avec ses traditions et ses coutumes, un peuple sahraoui qui n'a eu de cesse de réclamer son droit légitime à disposer librement de son destin et de son devenir. Nous allons consacrer une évocation à ce peuple ce soir dans notre journal. Et puis c'est le coup d'envoi du championnat national militaire de judo qui a été donné ce lundi au complexe sportif régional de la première région militaire de Blida, avec la participation de 17 équipes militaires. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Pour l'information, retrouvez demain à midi à Mina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19h. Très bonne soirée à tous.